Tengo una estupenda entrevista que ofrecerles. Está David Fuenquinos con nosotros. Él es autor francés, traducido en varios idiomas, con varias obras muy exitosas. Y ahora viene con este texto que se llama Número 2. Merci beaucoup d'être ici, C'est un à plaisir. Calle 11. Muchas gracias. Parle espagnol. Entiendo un poco, pero no hablo espagnol. Ça, c'est bien. Bon, je vais essayer avec mon français d'avoir cette Voilà, vous parlez impression. mieux français que moi espagnol, D'accord, donc d'accord, c'est ça c'est bon parfait. arrangement. David, lorsque vous étiez très jeune, 16 ans, vous avez eu une deuxième chance dans la vie. Et c'est intéressant de voir dans votre œuvre que cette idée de la deuxième chance est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans que la deuxième chance est importante dans votre Alors, vous avez complètement raison. Moi, je n'étais pas issu d'un milieu culturel. J'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai été opéré du cœur. J'ai passé des mois à l'hôpital. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment, comme tous les gens qui ont été gravement malades, d'être propulsé dans une deuxième vie. Et je me suis rendu compte que livre après livre, je tourne beaucoup autour de cette idée. La délicatesse, c'est un de mes livres, voilà, sur un deuil, une femme qui perd son mari puis qui renoue avec la vie. Et là, encore une fois, numéro 2, c'est l'histoire de quelqu'un qui est confronté à un échec et qui doit se réinventer. Donc c'est mon obsession quand même récurrente. Bon, la deuxième chance dans numéro 2, c'est l'autre Harry Potter. C'est vraiment c'est génial l'idée. Très bien résumé. Bon, il y a Daniel Radcliffe, tout le monde le connaît, mais à la fin, dans le casting, il y avait quelqu'un d'autre. Vous savez nommé Martin Hill. Comment est-ce que vous savez tomber sur cette histoire qui a Alors, donné l'âme à ce bouquin-là? vraiment par hasard. Alors moi, j'étais pas du tout un spécialiste ou un fan de Harry Potter. Et j'ai dû me renseigner un petit peu. Et c'est vrai que les fans de Harry Potter aiment bien le livre. Mais c'est un livre qui parle plus de l'échec d'une manière générale. Je suis tombé sur l'interview de la directrice de casting qui raconte qu'à l'époque, le livre commençait à être un énorme succès. On parle de faire un film à 100 millions de dollars. La Warner Bros. Voilà, veut faire un grand film. Mais il faut trouver l'interprète principal. Un Et ils enfant ont, de 11 ans qui soit voilà, capable de jouer ce un rôle-là. enfant anglais, elle avait dit J.K. Rowling, et de 10 ans, et ils ont auditionné des centaines d'acteurs, tous les jeunes acteurs anglais. Et donc elle raconte dans l'interview qu'à la fin, il en restait plus que 2. Donc moi, immédiatement, j'ai pensé à l'autre, j'ai eu une angoisse terrible en pensant à l'autre. Et elle rajoute cette phrase extraordinaire, on a hésité pendant plusieurs semaines. Et puis finalement, ils ont choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Et c'est vrai que mon roman raconte l'histoire de l'autre. Celui qui a failli arriver à l'école et dire à tout le monde, voilà, je vais être une star de cinéma, je vais être Harry Potter. Et ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'est que non seulement c'était un échec énorme, mais en plus, il avait en permanence, depuis 20 ans, le film de la vie de Daniel Radcliffe devant lui, la vie qu'il aurait pu avoir. Il y a une scène que j'ai bien aimée. C'est lorsque Martin Hill, il travaille pour le Louvre. Mm. Et il aime bien les tableaux qui est à côté de la Mona Lisa. Mm. Est-ce que vous pouvez raconter Oui, alors, parce qu'à un moment, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut, c'est l'aspect comique du livre. Il veut échapper à Harry Potter, il en peut plus, il veut plus voir d'Harry Potter, il veut plus qu'on lui rappelle son échec. Donc un peu plus tard, comme c'est un franco-anglais, il va travailler au Louvre en tant que gardien de musée. Et là, il se dit au moins, je suis tranquille, plus de Harry Potter dans le 19e siècle, la peinture, les sculptures antiques. Et il va aller voir Mona Lisa, la Joconde, qui est un peu le Harry Potter de la peinture. Et il va se prendre de passion forcément pour le tableau qui est juste à côté, le numéro 2, le tableau que personne ne va voir. Donc faites-moi un plaisir, la prochaine fois que vous venez à Paris, vous, vos auditeurs, si vous allez au Louvre, n'allez pas voir la Joconde, surtout pas, mais allez voir le tableau qui est juste à côté. Mais c'est vrai que mon livre fait un peu l'éloge de tous les numéros 2. Vous avez écrit un bouquin sur une famille qui s'appelle pareil, la famille Martin. Ah oui, c'était mon livre d'avant, oui. Ouais, c'est l'histoire d'une famille normale. Oui. Vous l'avez trouvé à la... Non, alors l'histoire de ce livre qui est aussi traduit en espagnol, hein, c'est vrai que c'était l'histoire d'un écrivain qui avait plus envie d'écrire une nouvelle fiction. Ouais. Et il s'est dit, je vais descendre dans la rue et la première personne que je vais rencontrer sera le sujet de mon roman. Comme un défi, un peu, voilà, un défi littéraire. Mais ça, c'est vrai que je pense que... Ça, c'est de la Alors, fiction. bon, Il j'ai voulait pas menti. écrire de la fiction, Non, ça. alors j'ai souvent dit que c'était vrai. Maintenant, je peux vous le dire que c'était faux. C'était Mais bon. franchement, là, j'ai pas de sujet de roman. Je vous pose des questions. Je m'intéresse à vous. J'ai un sujet de roman. Tout le monde est potentiellement un roman. Et donc, tout à c'est vrai coup, que l'écrivain
devient une partie de la famille. Une Oui, sorte de thérapeute, je ne sais pas comment oui, voilà, dans l'appeler, ce tout le livre, monde veut dans, raconter la dans vie. ce livre-là, effectivement, il rentre dans la famille et il va raconter l'histoire de cette famille. Et vous faites entrer un écrivain dans n'importe quelle famille, et là, forcément, tout part en éclat. Les problèmes sont racontés, le couple explose. Et puis voilà, dans toutes les familles, il y a des secrets, il y a des fêlures, il y a des non-dits. Et donc c'est vrai que je me suis amusé en fait avec l'idée qu'un roman peut être aussi un terrain de jeu. Là, dans la famille Martin, aussi dans la délicatesse, la question du couple est toujours présente. Oui, la question du couple. Des couples, je le dirais en pluriel, Moi des j'aime bien différents surtout. genres de couples. Voilà, au-delà du couple, j'aime bien les destins. J'aime bien les D'accord. parcours de vie. Moi, j'adore raconter des histoires dans mes livres. Là, c'est le cas de numéro 2. La délicatesse aussi, forcément. Des vies qui sont marquées parfois par des difficultés, des drames. Et comment se réinventer, comment trouver la solution. J'aime bien finalement raconter, je veux dire, la nécessité en permanence que nous avons de nous réinventer. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans une époque, dans une vie où les gens changent de vie. On voit partout autour de nous. Depuis le Covid, c'est encore plus présent. Et c'est vrai qu'il faut en permanence essayer de trouver sa nouvelle vie, trouver son épanouissement, trouver son bonheur. Et là, ce livre-là, encore une fois, c'est aussi trouver son bonheur. Comment va-t-il faire pour s'apaiser? Chateaubriand disait que la réincarnation, ça existe dans cette même vie. Vous croyez ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, On a... Chateaubriand et moi, on est tous les deux très potes. Et effectivement, ouais, ouais, je crois pleinement à ça. Non, moi, je crois beaucoup en ça. Mais moi, j'ai été gravement malade. J'ai été opéré du cœur. Donc, j'ai été complètement mystique. Et c'est d'ailleurs ce que j'adore. Je suis venu une fois au Mexique. Ça m'avait passionné de voir le rapport que les Mexicains vous avez à la mort, la façon dont vous faites vivre la mort. Et c'est vrai que pour moi, qui ai connu la mort, qui ai le sentiment d'avoir une expérience de mort et d'être revenu à la vie, ce qui m'a rendu extrêmement joyeux, ce qui fait que j'aime aussi la comédie, j'aime l'humour. Je crois beaucoup comme ça dans cette énergie comment dire, de la mort qui peut nous propulser vers la joie. David, c'est vrai, on dit que vous êtes tombé amoureux d'une femme morte. Ah, On va parler de Charlotte. non, là, vous Mais parlez de Charlotte. il faut que je Oui, alors c'est arrête vrai. là. Ah, ouais, ouais, je me dis, Hacemos tiens, una pausa, alors là, regresamos en un alors momento là, más. je dis, oh là là, Funkinos, il est complètement glauque. En fait, maintenant, il tombe amoureux des mortes. Non, alors, c'est pas forcément l'amour, On mais arrête là, c'est une revient. obsession. Voilà. On pause et on revient. Ok. Parler de Charlotte Salomón, que es otra de las novelas justamente de David Fonquinos. Regresamos en un momento más. Estamos en las oficinas de Penguin Random House, el grupo editorial. Acaban de publicar en Alfaguara este texto de David Fonquinos, número 2. Una historia que no la voy a echar a perder, pero imagínense qué habría pasado con el niño que no quedó al final como actor principal de Harry Potter. No voy a echarles a perder el final, ahorita le preguntamos a David, mais avant de couper un moment, on parlait, David, de cette femme, Charlotte. Et une femme qui, je suppose, aurait eu l'âge de votre grand-mère. Elle est morte pendant la guerre, la Deuxième Guerre. Et vous avez dit que vous êtes tombé amoureuse d'elle. Oui, mais on peut tomber en amour devant une artiste, devant son talent, devant son génie. Moi, j'ai été totalement obsédé par elle. Et c'est vrai que c'est une artiste qui était complètement oubliée. Et quand j'ai écrit ce livre-là, Charlotte, qui parle de sa vie, qui raconte toute sa vie, qui est une vie avec beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, voilà, elle était complètement oubliée. Le succès énorme du livre en France a fait que maintenant les gens la connaissent. Et ça, c'est vraiment la chose la plus belle dans ma vie littéraire. Qui était Charlotte Salomon? Charlotte Salomon, c'était une peintre allemande, une jeune femme allemande une jeune femme juive allemande qui voilà a connu la Seconde Guerre mondiale, qui a eu le premier prix aux Beaux-Arts de Berlin. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire en termes de puissance artistique. Mais ce qui me touche profondément chez elle, c'est que sa vie est complètement folle. Et c'est vrai que les gens, quand ils lisent le livre, me disent c'est pas possible, vous avez inventé des choses. Non, il y a comme ça une sorte de malédiction morbide. Il y a beaucoup de suicides. Toutes les femmes de sa famille se sont suicidées. Et à un moment donné, il y a tellement de souffrance dans sa vie. Et elle va transformer tout ça dans une œuvre picturale avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'humour, même avec des indications de musique. Et pour moi, elle me touche profondément. C'est l'idée que quelqu'un qui est au plus profond de la douleur et de la souffrance peut aller chercher la beauté,
peut aller chercher la beauté et créer pour se sauver. Et c'est vrai que j'étais fasciné par ce qu'elle faisait, fasciné aussi par son œuvre extraordinaire. Je vous conseille d'aller taper Charlotte Salomon. Vous n'êtes pas obligé de lire mon livre, même si je vous le conseille, mais simplement découvrir qui était cet artiste extraordinaire. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais amoureux d'elle parce qu'elle m'a hanté. Elle a été mon obsession et toujours d'ailleurs. Là, je prépare en France, à Paris, un grand spectacle autour d'elle avec Audrey Tautou, l'actrice de Amélie Poulain, qui va jouer le spectacle. Vous dites que vous avez raté beaucoup de choses, mais c'est parce que vous savez essayer beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous êtes musicien, vous jouez du jazz, vous faites du cinéma aussi, vous écrivez. C'est-à-dire, il y a une compulsion créative là. Oui, et puis je viens aussi au Mexique vous rencontrer, je voyage. J'ai besoin, moi je suis dans une boulimie permanente, ça c'est sûr, j'ai besoin de... J'ai besoin... Boulimie permanente. Ouais, j'ai besoin, je ne peux pas vivre une journée sans avoir une idée, sans avoir de la création, c'est quelque chose comme ça. Je lutte contre le vide, je crois, avec ça. Mais c'est une nourriture pour moi, c'est une grande nourriture. Mais ma plus grande chance, c'est de pouvoir être traduit dans le monde entier, de pouvoir voyager, parce que je me rends compte que voilà, pouvoir partager des histoires avec le plus grand nombre, de s'approcher de cultures différentes, de sensibilités différentes. Finalement, pour moi, c'est la création quotidienne qui est la mienne. Vous aimez les voyages? J'adore les voyages. J'adore les voyages parce que je peux aussi beaucoup... Il y a des écrivains qui aiment bien avoir leur bureau, leur lieu très précis. Moi, j'ai souvent le sentiment que c'est dans l'ailleurs. C'est là où je ne sais pas où je suis, là où je suis perdu, que je me trouve. C'est là que je trouve finalement la clé de beaucoup de choses quand je suis déraciné. Pardonnez-moi de le lire comment, mais c'est quelque chose qui a à voir avec votre histoire familiale. Votre mère, votre père étaient liés au voyage. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, vous connaissez bien. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, je ne l'ai pas souvent raconté, mais ma mère travaillait chez Air France, donc je voyageais beaucoup. Donc finalement, après, j'avais plus le droit au billet gratuit, puisque à 25 ans, j'avais plus le droit au billet gratuit, et j'ai trouvé un métier qui me permet de voyager à nouveau, quoi. Donc voilà, je m'en suis quand même bien sorti finalement, quoi. La délicatesse, on l'a laissé pour la fin. Ah oui, c'est vraiment le livre qui a changé votre vie, le cinéma, le film a été très important. Et incroyable. Comment est-ce que vous voyez la délicatesse aujourd'hui? C'est un ami, c'est un faux ami, c'est quelqu'un que vous aimez? D'abord, ça m'a donné une très grande liberté. D'abord, une liberté financière, parce que moi, j'avais très peu d'argent. Ça m'a permis aussi d'écrire les livres que je voulais. Par exemple, Charlotte, c'est écrit d'une manière très particulière. C'est magique de pouvoir être libéré aussi de ça. Mais évidemment, c'était totalement imprévu. Mon livre précédent s'était vendu à 2000 exemplaires. Et la délicatesse, dans le monde, 3 ou 4 millions d'exemplaires. Donc c'était traduction voilà, dans le monde entier. J'ai réussi à faire le film en plus avec mon frère. On a réalisé le film avec Audrey Tautou, la plus grande star du cinéma à l'époque. Voilà, elle sortait d'Amélie Poulain. Ouais. Ça a été complètement fou. Et alors, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Pourquoi? C'est une histoire d'amour entre une veuve et un Suédois dépressif. Je ne suis pas veuve, je ne suis pas Suédois dépressif. Et au milieu, les chefs il y a le patron bureau, aussi, le patron qui n'est pas charmant. Mais je crois que j'ai mis beaucoup de moi dans ce livre, puisque j'ai été moi gravement malade, j'ai été mort et je suis revenu à la vie. Et je pense que j'ai mis beaucoup dans ce livre-là de la seconde vie, de comment renouer avec la vie. Et donc c'est un livre qui est à la fois extrêmement douloureux, parce que c'est un deuil, c'est un drame, et qui bascule dans la comédie. Et donc je crois que j'aime bien ça, j'aime bien la rencontre comme ça entre la profondeur et la légèreté. C'était vraiment un privilège de vous avoir ici au Mexique, de vous avoir ici à la chaîne 11, à Calle 11. Et bon, quelque chose de plus que vous voulez dire pour vendre? Pour vendre, non, je ne suis pas là pour vendre des livres. Non, mais déjà, pour moi, avoir été invité dans votre émission, voilà, c'est un grand privilège. Donc, j'ai bien fait d'écrire le livre. Je suis ravi de vous connaître. Merci beaucoup. Merci.